reçoit Alain Toussaint, ancien conseiller et porte-parole du président Gbagbo. Bonjour Alain Toussaint. Bonjour Jean-Jacques. Et merci d'être avec nous. Ça fait longtemps, j'allais dire 2 ans, que vous observez un grand silence. On ne vous entend plus. On vous voit, certes, on peut lire quelques prises de position que vous avez de temps en temps, mais on ne voyait plus sur les plateaux. Pourquoi soudain vous sortez du bois ? La Côte d'Ivoire s'apprête à aller aux élections en octobre 2015. C'est le moment du débat et je souhaite y prendre part. Vous serez dans le débat ? Dans le débat politique, parce que depuis 2011, le processus démocratique qui avait été engagé sous le président Gbagbo a été interrompu par la force des bombes par M. Ouattara, soutenu par le gouvernement français et qui s'est terminé d'ailleurs par l'incarcération du président Gbagbo à la Cour pénale internationale. Et comme M. Ouattara entend solliciter enfin un mandat du peuple ivoirien... Il vient d'être investi par son parti. Il y a 2 mois. Oui, c'est cela. Pas une coalition de pouvoir, d'ailleurs, de partis au pouvoir, notamment le PDCI et le RDR. Et je pense que c'est le moment de remettre un peu en perspective ce qui doit fonder la Côte d'Ivoire de demain. Vous alliez dire remettre les pendules à l'heure. Notamment si l'opposition a un bon candidat pour ramener M. Ouattara à ses études. Oui, et dont vous êtes un opposant ferme, déterminé et clair. Bien sûr, on ne change pas d'une année à l'autre. En 2011, j'avais refusé la proposition que m'avait faite M. Ouattara d'intégrer son gouvernement. Je l'ai refusé parce que j'estime que la politique n'est pas du proxénétisme ou de la prostitution. J'ai mes convictions. Je suis un partisan du président Gbagbo, un démocrate qui s'est battu pendant des décennies pour que la Côte d'Ivoire soit un pays démocratique, en tout cas. Et ce processus a été interrompu. Je pense que nous pouvons expliquer aux Ivoiriens que ce régime était en réalité une imposture, celui de M. Ouattara naturellement. Et il est important qu'en 2015, puisqu'il sollicite enfin un mandat du peuple, de lui rappeler ce qui a été fait, et notamment les échecs dans le domaine économique et social. Vous avez parlé de pays démocratiques tout à l'heure. Ce pays, l'est-il aujourd'hui ? La Côte d'Ivoire, malheureusement, n'est pas une démocratie. Pourquoi ? M. Ouattara s'est présenté à ses amis, notamment occidentaux, comme étant un chantre de la démocratie. Dans mon pays, des centaines d'opposants restent encore emprisonnés. Des partis politiques sont interdits de manifestation, alors même que la Constitution leur donne le droit. M. Ouattara a développé une politique de promotion du genre ethnique, où seuls les cadres originaires de sa région aujourd'hui peuvent avoir accès aux emplois publics les plus importants. Et bien entendu, il n'y a pas de liberté d'expression puisque les médias d'État, les médias publics sont confisqués par le gouvernement. Par le gouvernement et par des médias extérieurs qui s'implantent de plus en plus, peut-on voir. Avec la bénédiction de M. Ouattara, alors même que les promoteurs ivoiriens n'ont pas encore le droit de créer des médias, notamment commerciaux, M. Ouattara et son gouvernement, qui sont un gouvernement au service de l'étranger, autorisent l'implantation de nombreux médias étrangers en Côte d'Ivoire. Alain Toussaint, on ne va pas refaire le film qui a conduit à tous ces événements, mais de votre point de vue, comment sont aujourd'hui les relations entre la France et la Côte d'Ivoire ? Si je me fie à ce que je lis dans les journaux, sur les réseaux sociaux, et à la radio, ou à la télévision, ce que j'entends, ce serait un grand amour des Siamois. Des frères siamois. La France semble avoir retrouvé ses marques en Côte d'Ivoire puisqu'elle a fait installer un de ses amis. Le président Gbagbo était tout simplement combattu parce qu'il constituait une menace, je l'ai déjà dit, on ne va pas refaire l'histoire, pour les intérêts occidentaux. Et aujourd'hui, ce pays est bradé aux multinationales, est bradé à des intérêts étrangers au détriment des Ivoiriens. C'est peut-être le retour de la France dans l'Afrique. C'est même la recolonisation de l'Afrique. Et au-delà de la Côte d'Ivoire, c'est un... Vous parlez de recolonisation. Naturellement, je maintiens ce terme. C'est une recolonisation dans tous les domaines. Politique, économique, culturel, diplomatique et militaire. Tenez, on va prendre un exemple peut-être de recolonisation. Jusqu'à hier, je crois, la ministre française de la Justice, Christiane Taubira, était en visite officielle à Côte d'Ivoire. Apparemment, elle est partie là-bas pour aider à organiser, dit-on, le barreau ivoirien. Oui. Qu'en pensez-vous ? Je pense qu'il s'agit d'une maladresse de Madame la ministre.
elle qui a un passé d'indépendantiste, de combattante pour la liberté, j'ai été surpris de voir qu'elle s'était associée à cette tentative de mise, en tout cas sous le contrôle français. Vous voulez dire qu'elle était en mission là par le président de la République pour lui dire... Je vous trouve très diplomate autour de ça. Livrez-moi le fond de votre pensée. Elle a déclaré qu'elle était porteur ou porteuse d'un message du président Hollande et elle devait assister à Yamoussoukro au Conseil des ministres de l'OHADA, c'est-à-dire l'Organisation pour l'harmonisation du droit des affaires en Afrique. Et donc, il y était en mission officielle. Elle a déclaré publiquement qu'il était intéressant que le barreau ou les barreaux africains soient labellisés sous un barreau unique de l'OHADA. Et l'initiative était portée par Maître Olivier Sûr, qui est avocat parisien. C'est une tentative impérialiste qu'il faut dénoncer. Les Africains n'ont Pour pas vous, besoin... c'est une intrusion. Et puis, c'est une intrusion qu'il faut dénoncer. Et on ne peut pas prêcher pour l'indépendance de la justice en France et aller en Afrique pour tenter de mettre sous le couperet politique le barreau ivoirien, sénégalais ou africain de manière générale. Qu'est-ce que ça cache selon vous, ça? Alors, je pense que c'est encore le marché. Voilà, le droit des affaires, les avocats, c'est du business. Donc, on considère qu'après avoir conquis les ports en Afrique, avoir conquis les industries, avoir exploité les matières premières, il convenait désormais de contrôler également le règlement des affaires en contrôlant le barreau. Alors, le temps du débat va arriver. Et apparemment, il a débuté puisque vous descendez vous-même dans l'arène. D'un mot, si vous deviez dresser un bilan des années là qu'a passé à la présidence le président Ouattara, vous diriez quoi? Le bilan de M. Ouattara est un bilan catastrophique. Ce propos venant de ma part n'est pas une surprise, mais objectivement... C'est un opposant qui s'exprime, là. C'est un opposant qui est objectif. Je suis objectif parce que je peux noter, certes, quelques avancées, notamment dans le domaine des infrastructures. M. Ouattara ne fait en réalité que réparer ce qu'il a gâté, puisque pendant 10 ans, il a empêché le président Gbagbo de gouverner, puisqu'il était le chef de la rébellion, il y avait une situation d'insécurité. Depuis 2011, comme par enchantement, les chantiers qui avaient été suspendus du fait des coups d'État et de la rébellion reprennent. Moi, je m'en félicite. Mais sur le plan économique, à quoi assiste-t-on? Un lot de licenciements. Il y a des étudiants qui ne vont plus dans les universités parce que ces universités ne sont pas dotées du minimum, alors que M. Ouattara avait entrepris des travaux de rénovation qui ont coûté plus de 170 milliards de francs CFA. Il y a des délestages en permanence. Hier dimanche, par exemple, Abidjan, la capitale, et quasiment la moitié du pays ont été privés d'électricité pendant 4 heures de temps. Les Ivoiriens sont soumis chaque année en moyenne, depuis l'arrivée de M. Ouattara, à 40 heures de délestage annuel. Cela est trop, alors même que le pays produit de l'électricité, mais M. Ouattara préfère faire du commerce, c'est-à-dire vendre cette électricité aux pays étrangers, aux pays voisins, plutôt que de satisfaire la demande locale. Oui, mais apparemment, ce problème de l'électricité, c'est un problème inhérent à l'Afrique en général. Oui, mais quand vous avez un bien qui est insuffisant, il faut d'abord le gérer au profit de sa propre population. On ne peut pas partager la pénurie. Si nous avons 1210 mégawatts d'énergie, il faut s'assurer que ces 1210 mégawatts d'énergie peuvent satisfaire la demande intérieure ivoirienne. Et ensuite, on fera du commerce. Et ça, c'est une condition que le gouvernement doit imposer à la compagnie qui exploite l'électricité en Côte d'Ivoire. Oui, alors justement, puisque vous parlez de l'électricité et que vous parlez de l'intrusion des multinationales en Côte d'Ivoire, généralement, qu'est-ce que vous pensez, vous, de l'initiative Borloo pour cette électrification de l'Afrique? C'est une bonne initiative dont il faut se féliciter et regretter d'ailleurs que l'électrification de toutes les communes, de tous les villages en Afrique ne soit pas la priorité de certains gouvernements. Vous n'y voyez pas là la marque d'une néocolonisation? Non, cela se fera en réalité avec les gouvernements. Voilà, en négociation avec les grandes compagnies internationales. Mais dans tous les cas, ce projet, si j'ai bien compris, aura pour siège Abidjan en Côte d'Ivoire, où M. Borloo mettra, je pense, installera une équipe. Oui.
Et ça vous paraît donc aller dans le bon sens. Revenons un petit peu au tribunal pénal international, là. C'est pas très clair tout ce qui se passe là aujourd'hui autour de l'ancien président Gbagbo. Oui, vous savez que la CPI elle-même a reconnu qu'elle n'avait pas suffisamment de preuves contre le président Gbagbo, mais en dépit de ces insuffisances, elle a décidé de le maintenir dans les liens de la détention. Vous savez très bien, et on l'a déjà dit à plusieurs reprises, c'est une cour qui est politique. Elle prive Gbagbo. D'aucuns disent qu'elle a été faite pour les Blancs, pour les Noirs, quoi. Oui, naturellement. Lorsque je me réfère au cas de l'ex-président américain Bush, qui aurait commis un certain nombre de crimes de guerre en Irak ou en Afghanistan et qui est encore en liberté, qui ne fait même pas l'objet de l'attention de la CPI, je me dis qu'effectivement, ce sont les seuls dirigeants africains qui intéressent la Cour pénale internationale. Et le président Gbagbo aujourd'hui est détenu depuis bientôt 4 ans à La Haye. Son procès va démarrer le 10 novembre et on est parti pour une procédure qui pourrait s'étendre jusqu'à 3 à 5 ans. Voilà, vous imaginez être détenu alors même que les accusateurs n'ont aucune preuve de votre culpabilité. Je trouve cela totalement scandaleux. Et vous-même, en dehors de trouver cela scandaleux, quelle est votre position par rapport à tout cela? Moi, j'estime que... Parce que vous êtes quand même... vous êtes resté un fidèle d'entre les fidèles. Mais bien sûr. Moi, je suis totalement peiné par cette situation parce que d'abord, le président Gbagbo est notre leader. Je le considère comme un père, comme un frère, comme un ami, et le voir dans la situation actuelle qui est la sienne me peine profondément. Mais la solution est entre les mains des autorités françaises, puisque Gbagbo se retrouve à la CPI à la demande du gouvernement français lorsque M. Sarkozy était président, et juste pour satisfaire son ami Ouattara. Donc c'est une solution politique qu'il convient de trouver. D'ailleurs, j'observe une accélération au calendrier judiciaire du président Gbagbo qui est dû au fait qu'il y a eu des interventions françaises. Le procès aurait pu s'ouvrir en 2016 ou 2017, mais il a été avancé en novembre 2015. Moi, je m'en félicite, mais il faut faire davantage. Il faut le remettre en liberté. Le camp Gbagbo rencontre-t-il à Paris ceux qui sont susceptibles d'aider à faire avancer ce dossier? Depuis des années, nous le faisons. Moi, j'ai été dans d'autres pays étrangers, en Russie, aux États-Unis, rencontrer des responsables du département d'État, en Europe également, des responsables du gouvernement italien ou norvégien, des élus, des parlementaires européens. L'ensemble de ces responsables politiques a compris justement la situation du président Gbagbo, mais puisqu'il y a une procédure judiciaire en cours, on attend que la justice se prononce, entre guillemets. Parce que la CPI, ce n'est pas la justice. La CPI, pour vous, ce n'est pas la justice, vous l'avez dit. Les élections vont arriver. Le camp Gbagbo sera présent à ces élections. Écoutez, le camp Gbagbo aujourd'hui est divisé, vous le savez, oui, avec le conflit. Justement, mais vous en êtes où, vous, personnellement, Alain Toussaint, dans cette division? Moi, je ne suis qu'observateur. Oui. Attristé par ce spectacle. C'est diplomatique ce que vous dites là. Non, c'est vraiment sincère. Je le dis clairement. Je peux choquer certains de mes amis, mais je n'ai pas eu l'honneur d'être membre du FPI. Je ne suis pas un militant. Je suis un compagnon, un accompagnateur de route du président Gbagbo. Voilà, et j'ai été donc membre de son cabinet, mais ce que j'observe aujourd'hui me peine. Et dans la dispute qui a lieu, j'estime que je n'ai pas à prendre parti parce que les uns et les autres, et je vous le dis bien, et j'insiste là-dessus, se battent pour leur propre chapelle. Ils sont déjà dans le temps de l'héritage, alors même que certains estiment qu'il ne faut pas tourner la page Gbagbo, mais ce sont ceux qui se battent, ce sont les protagonistes qui tournent le dos à Gbagbo. Et moi, j'estime qu'il ne faut pas ajouter de la cacophonie à la cacophonie, rester à ma place. Je parle avec les uns et les autres, je suis en contact avec des représentants des deux camps, mais j'ai décidé de ne prendre parti pour personne. Tout ce que je peux leur demander, c'est de mettre fin à cela, afin de nous consacrer pleinement au combat contre le régime dictatorial de M. Ouattara. L'héritage, avez-vous dit. Il y a donc déjà un héritage. D'aucuns s'y intéressent. Je suis surpris que vous ne prononcez pas le nom de Simone Gbagbo. Parce que vous ne m'en avez pas parlé. Oui, mais je vous le pose. Mais je pense à elle, je pense à notre maman Simone, une combattante pour la liberté. Oui. Elle aussi détenue à Abidjan, la CPI la réclame, M. Ouattara a décidé
de ne pas la livrer, Dieu merci, à la Cour pénale internationale. Oui, parce que ça aurait pu gêner lui-même s'il l'avait livré. Non, je pense que M. Ouattara n'a rien à redouter de la Cour pénale internationale, car il est en mission. Quand je dis lui-même, son camp, certains membres de son camp. Je ne pense pas. Et je l'ai expliqué à mes amis, je ne pense pas que les gens, comme on dit, ou les amis de M. Ouattara aient à craindre de la Cour pénale internationale. Tout ce qui se passe a été pleinement étudié, mis en place. Il fallait neutraliser Gbagbo et les acteurs majeurs de son camp, dont Simone Gbagbo, Charles Blé Goudé, pour qu'enfin les impérialistes et les occidentaux puissent exploiter les richesses de la Côte d'Ivoire. C'est une guerre de positionnement. Lorsque la Chine, l'Inde, la Russie s'intéressent à l'Afrique, les pouvoirs qui sont en capacité de coopérer avec ces puissances doivent être neutralisés. Ça a été le cas du président Gbagbo et de son régime. Et dites-moi, cet après-Gbagbo, qui a peut-être déjà commencé, non pas de votre fait, mais du fait des autres, vous le voyez comment ? Moi, je ne sais pas s'il faut déjà parler de l'après-Gbagbo en ce qui me concerne. Je sais que Gbagbo est celui qui peut amener la paix en Côte d'Ivoire. Sa libération apporterait de l'oxygène à notre pays, qui aujourd'hui est dans une situation extrêmement difficile par la faute de M. Ouattara, qui est en réalité l'incubateur de toute cette tension. C'est lui qui organise la défiance, la méfiance entre Ivoiriens. On a besoin de Gbagbo pour construire la Côte d'Ivoire. On a besoin de sa présence sur notre territoire pour apaiser tous ces cœurs qui sont meurtris. On a besoin de Gbagbo pour que le pays avance. Mais non pas dans une situation d'un camp qui sera opposé à un autre, mais dans un pays qui avance lorsque les différents camps, lorsque les différentes factions se donnent la main pour avancer. La réconciliation est un préalable au développement. Et M. Ouattara parle d'émergence, mais l'émergence ne se décrète pas. Il faut d'abord l'état de droit. Il faut que le pays soit pacifié. Si les entreprises reviennent, c'est parce qu'il y a un contexte politique, social et économique qui le permet. Mais aussi longtemps que M. Ouattara continuera d'entretenir ce climat de terreur en martyrisant les opposants, en empêchant la libre expression de ceux qui ne pensent pas comme lui, le pays sera dans cette situation de ni paix ni guerre. Et à côté, il y a une nomenclatura qui se met en place pendant ce temps. Naturellement, comme on dit, pendant la guerre ou pendant la tension, pendant que nous nous battons, d'autres exploitent le pays. La corruption n'a jamais été à un niveau aussi élevé en Côte d'Ivoire depuis que M. Ouattara a pris le pouvoir. Lui qui était un ancien commis du Fonds monétaire international, je pense qu'il a oublié aussi, comme un peu M. Valls, ses leçons. Et il faut nécessairement que la page Ouattara soit tournée. Alain Toussaint, vous n'êtes pas revenu en Côte d'Ivoire depuis longtemps, depuis fort longtemps. Votre retour, il est prévu quand ? Écoutez, j'ai quitté... Parce que c'est bien de parler à l'extérieur. Là. Tout à fait. Mais peut-être qu'en étant sur le terrain, vous pourriez peut-être faire avancer beaucoup de choses. Je le pense, mais je fais comme M. Ouattara, qui a été longtemps en exil et qui s'opposait à M. Bédier depuis les studios de la Voix de l'Amérique à Washington ou ceux de RFI ou TV5 à Paris. Donc, lorsque le pouvoir n'est pas un pouvoir qui inspire confiance, on parle de l'extérieur. J'espère que M. Ouattara... Ça veut dire que vous avez peur de revenir ? J'ai peur de la violence de M. Ouattara. Je n'ai pas peur de retourner dans mon pays. Si M. Ouattara accepte le jeu démocratique, s'il accepte qu'un opposant vienne, comme d'autres d'ailleurs, avec courage déjà sur le terrain, lui dire ce qui va et ce qui ne va pas, il n'y a pas de souci. Mais je pense qu'en 2016, je serai en Côte d'Ivoire. C'est quelque chose qui vous travaille et qui est dans votre tête aujourd'hui ? Oui, parce que dans mon cheminement politique, il faut que je sois en Côte d'Ivoire en 2016. Et je pense que je serai en Côte d'Ivoire en 2016. Merci Alain Toussaint, merci. Ancien conseiller et porte-parole du président Gbagbo, qui était notre invité. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup, monsieur.